Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau cours de chimie sur les transformations chimiques. On va commencer par définir ce qu'est une transformation chimique. Une transformation chimique, c'est la modification de la nature d'un échantillon. Par exemple, avec un changement de couleur, avec l'apparition de bulles qui témoignent de l'apparition d'un gaz, ou encore avec la formation d'un précipité, c'est-à-dire un composé solide qui ne se dissout pas dans un liquide. On prend un exemple avec le citron. Lorsqu'on verse du citron sur du bicarbonate de soude, on voit apparaître des bulles qui témoignent de l'apparition d'un gaz, le CO2. À ne pas confondre avec les transformations physiques qu'on a vues précédemment. Dans une transformation physique, on a un changement d'état de notre échantillon. C'est-à-dire qu'on a par exemple de l'eau solide qui va devenir de l'eau liquide lorsqu'un glaçon fond. Ici, avec les transformations chimiques, on a une modification non pas de l'état physique, mais de la nature de l'échantillon. Par exemple, deux liquides qui sont incolores, mis ensemble, vont réagir et former un liquide qui va être phosphorescent. D'un point de vue microscopique, ce qui se passe, c'est une modification des espèces chimiques présentes. Espèces chimiques, je le rappelle, c'est soit des atomes, les ions ou les molécules qui composent notre échantillon. Si par exemple on prend la combustion d'un fusain, c'est-à-dire qu'on va prendre un morceau de fusain, donc de carbone, qu'on va mettre légèrement incandescent dans un flacon contenant du dioxygène. À ce moment-là, on va voir la combustion du fusain, on va voir une grande flamme, puisque le fusain va être consommé. À la fin, on va voir que notre morceau de fusain a été consommé, donc il a diminué de taille. Et si on verse de l'eau de chaux, qui est un réactif qui témoigne de la présence ou non de dioxyde de carbone, on va voir que l'eau de chaux se trouble, ce qui montre qu'à la fin de notre réaction, on a bien présence de dioxyde de carbone. Pour résumer, dans cet exemple, on a avant la transformation du carbone avec notre morceau de fusain, du dioxygène qu'on a mis dans le flacon et de l'eau en dessous. À la fin de la transformation, on aura consommation du morceau de carbone, donc le fusain sera plus petit, on aura apparition de dioxyde de carbone dans le milieu qui n'était pas présent avant, et l'eau sera toujours présente. Finalement, la réaction chimique qui a eu lieu entre le carbone du fusain et le dioxygène, et a permis de former le dioxyde de carbone. Ce qui est présent avant dans le milieu est appelé le réactif, le ou les réactifs. Ce sont les espèces chimiques qui vont réagir au cours de la transformation. Ce qui est présent à la fin, c'est les produits, c'est-à-dire les espèces chimiques qui vont être produites par la réaction. Et le cas de notre eau ici, qui est présente à la fois avant et après, qui n'intervient pas dans la réaction, on va appeler ça des espèces spectatrices. Finalement, pour pouvoir mieux comprendre qu'avec des schémas moléculaires ou les noms des différentes espèces chimiques, on va utiliser l'équation de la réaction. On va noter les formules brutes des différentes espèces chimiques. D'abord les réactifs, puis une flèche symbolisant la transformation qui a eu lieu, et à la fin on notera les différents produits. À noter que les espèces spectatrices qui sont présentes à la fois avant et après n'interviennent pas dans la réaction et donc ne sont pas notées dans l'équation. Au final, cette équation de la réaction, elle témoigne du fait que le carbone et le dioxygène s'est transformé en dioxyde de carbone. On a donc formation de nouvelles espèces chimiques au cours d'une transformation chimique par recombinaison des éléments chimiques présents. Si vous prenez le carbone et l'oxygène, qui sont les éléments présents au début, à la fin, vous avez toujours ces mêmes éléments en même nombre. Ce principe, c'est le principe de conservation de la matière, qui a été expliqué par Antoine de Lavoisier en 1789. Le texte un peu long que vous voyez a été résumé par une nouvelle phrase qu'on retient beaucoup plus facilement et qui est « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Ce que cette phrase signifie, c'est que les espèces chimiques sont modifiées, les atomes, les ions ou les molécules vont être modifiés, mais les éléments chimiques à l'intérieur de ces espèces restent les mêmes en nature, c'est-à-dire quel type, et en nombre. On reprend notre exemple de combustion du carbone et on va vérifier le principe de conservation de la matière dans cet exemple-là. On a avant du carbone et du dioxygène, à la fin on a du CO2. Pour les réactifs, on a un carbone et deux oxygènes. Dans les produits, on n'a que notre molécule de CO2, on a un carbone et deux oxygènes. On a bien donc le même nombre et les mêmes types d'éléments chimiques avant et après la réaction.
Dans le cas où, lorsque vous écrivez l'équation de réaction, on ne vérifie pas le principe de conservation de la matière, alors il va falloir équilibrer la réaction. Et ça, on va le faire ensemble maintenant. On prend un exemple un peu plus compliqué. Ici, on va parler de la réaction de combustion du méthane. Donc c'est toujours une combustion comme précédemment, mais cette fois-ci, la molécule qui va servir de combustible va être un peu plus compliquée. Ici, le méthane, c'est CH4. Il réagit avec le dioxygène O2. On vous dit que les produits de la réaction sont le dioxyde de carbone CO2 et l'eau H2O. On pourrait très bien imaginer qu'une molécule de méthane réagit avec une molécule de dioxygène pour former une molécule de dioxyde de carbone et une molécule d'eau. Seulement, si vous comptez ici le nombre d'atomes de carbone, on est bon. Si vous comptez par contre le nombre d'atomes d'oxygène, on voit qu'on en a 2 avant et on en a 3 après. Pareil pour l'hydrogène, on n'a pas le même compte avant et après. Donc on ne vérifie pas le principe de conservation de la matière. Pour vérifier le principe de conservation de la matière, on va d'abord écrire l'équation, peu importe si elle est équilibrée ou pas. Donc on a notre méthane CH4, notre dioxygène O2, qui forment le CO2 et l'eau. On a bien nos réactifs, la flèche qui modélise la transformation, et nos produits. Maintenant, on va compter pour chaque élément le nombre qu'on a au début et à la fin de la transformation. On commence par le carbone, on en a un avant, un après. Pour l'oxygène, on en a 2 avant avec le dioxygène et on en a 2 dans le dioxyde de carbone plus 1 dans l'eau à la fin. Pour l'hydrogène, on en a 4 avant et on en a seulement 2 après. Donc on voit bien qu'ici, on n'a pas équilibre puisqu'on n'a pas conservation de la matière. On va décider par quelle espèce chimique on termine notre équilibre. Et pour ça, on va chercher le corps simple. Le corps simple, ça va être l'espèce chimique qui va être composée que d'un seul élément. Ici, ça va être le dioxygène, puisque dans une molécule de dioxygène, on n'a que l'élément oxygène. Donc c'est par cette espèce chimique qu'on va terminer notre équilibre. Ok. Donc, on commence par le carbone. Le carbone, on en a un avant, on en a un après. Donc le carbone, il est déjà équilibré quand on écrit la première équation. Ça veut dire qu'on ne va pas toucher aux espèces chimiques contenant le carbone. Donc on ne touche pas au méthane CH4 et on ne touche pas au dioxyde de carbone CO2. On continue avec l'hydrogène. L'hydrogène, on en a 4 avant avec le méthane et on en a 2 après avec la molécule d'eau. L'hydrogène n'est pas équilibré. Pour équilibrer, on va rajouter un nombre stoichiométrique. On va multiplier par 2 le nombre d'espèces chimiques qui interviennent contenant de l'hydrogène. Donc ici, ça va être l'eau, puisque en multipliant par 2 le nombre de molécules d'eau produites, on va avoir 4 hydrogènes avant et 4 hydrogènes après. Donc c'est l'intégralité de l'espèce chimique qu'on multiplie par 2. Ici, maintenant, l'hydrogène est équilibré. On passe maintenant à l'oxygène. On a dit que c'était par l'oxygène qu'on terminait. On a 2 oxygènes avant et on refait le calcul maintenant qu'on a équilibré en rajoutant 2 H2O. On a 4 oxygènes après. Donc l'oxygène n'est pas équilibré puisqu'on en a 2 avant et 4 après. Pour l'équilibrer, on rajoute de la même manière un nombre stoichiométrique sur l'espèce chimique contenant le moins de dioxygène pour pouvoir équilibrer. Et donc on aura 2 molécules de dioxygène qui vont intervenir dans notre réaction et ainsi on aura 4 oxygènes avant, 4 oxygènes après. Et maintenant l'oxygène est équilibré. On vérifie que tous nos nombres stoichiométriques sont corrects et on a donc pour le carbone 1 avant, 1 après. Pour l'hydrogène 4 avant, 4 après et pour l'oxygène 4 avant, 4 après. Donc tous nos éléments ont été équilibrés, ça veut dire que tous nos nombres stoichiométriques sont corrects. On a bien une molécule de méthane qui va réagir avec 2 molécules de dioxygène pour former une molécule de CO2 et 2 molécules d'eau. Ok, maintenant à vous de jouer.
on vous demande d'écrire l'équation de réaction ayant lieu entre l'acide chlorhydrique donnant l'ion hydrogène H+, dans le milieu aqueux, et le calcaire, qui est une roche de formule brute CaCO3. On vous dit que lors de cette réaction, on produit du dioxyde de carbone, de l'eau et l'ion calcium. Vous pouvez, comme d'habitude, mettre en pause la vidéo pour pouvoir écrire vous-même et essayer d'équilibrer la réaction. On commence par écrire l'équation de la réaction, peu importe si elle est équilibrée ou non. Pour ça, on vérifie dans notre texte tout ce qui est réactif et tout ce qui est produit. On vous dit qu'on a en réactif l'ion hydrogène H+, et le calcaire CaCO3. Donc on a H+, plus CaCO3. Une flèche qui symbolise la transformation et on note maintenant tous nos produits. On a CO2, H2O et l'ion Ca2+. Ensuite, on va compter chacun de nos espèces avant et après. Pour ça, on vérifie lequel de nos espèces chimiques on va utiliser comme dernière espèce à équilibrer. Ici, ça va être H+, puisque ça va être le plus simple à équilibrer puisque c'est notre corps simple. On compte maintenant chacun des éléments avant et après la transformation. On commence avec le calcium. On a un atome de calcium avant et un atome de calcium après. Puis carbone, un avant, un après. Oxygène, on en a 3 avant et on en a 2 plus 1, 3 après. Donc l'oxygène est équilibré. Et il nous reste celui par lequel on finit, l'hydrogène. Ici, on en a un avant et on en a 2 après. Il va donc falloir multiplier par 2 notre nombre d'ions hydrogène qui interviennent dans la réaction afin d'avoir équilibre au niveau de l'élément hydrogène. Et ainsi, on a 2 hydrogènes plus CaCO3 nous donne CO2, H2O et Ca2+. Pour conclure cette première partie, ce qu'on a vu, c'est que les transformations chimiques, c'était une modification de la nature de notre échantillon. Elles témoignent de la présence d'une réaction chimique microscopique qui a eu lieu. La réaction chimique, c'est la modification des espèces chimiques présentes, c'est-à-dire ions, atomes ou molécules qui se recombinent. Des réactifs, on transforme en produits. Et on a également vu le fait qu'une espèce qui est présente dans l'échantillon mais n'intervient pas est appelée une espèce spectatrice. On a pu voir qu'on pouvait modéliser notre transformation par une équation de la réaction chimique avec les formules brutes, réactifs, une flèche, les produits, et qu'on pouvait équilibrer cette réaction afin de vérifier le principe de conservation de la matière. Comme d'habitude, si vous pouvez cocher toutes ces cases et que vous êtes capable de comprendre ce dont il s'agit, c'est bon pour vous. Petite conclusion sur le principe de conservation de la matière. Toute la matière a été créée il y a 13,7 milliards d'années lors du Big Bang, mais elle a été créée uniquement d'un point de vue intra-atomique, c'est-à-dire les protons, les neutrons et les électrons. On va suivre le déroulé et l'histoire d'un atome d'oxygène. Cet atome d'oxygène a été créé dans les étoiles, c'est là qu'on forme les différents atomes à partir de nos protons, de nos neutrons et de nos électrons. Il y a 4 milliards d'années, au cœur du Soleil, on a créé un atome d'oxygène. Il a ensuite parcouru 150 millions de kilomètres pour arriver jusqu'à la Terre. Là-bas, il s'est combiné avec d'autres atomes d'hydrogène pour former une molécule d'eau et a ainsi été témoin de la formation des premiers océans de notre Terre. Il a pu rester sous la forme d'une molécule d'eau pendant des milliards d'années. Notre mégalodon a englouti la molécule d'eau. Il a bu la tasse et son corps s'est déposé au fond de l'océan. Notre molécule d'eau a alors subi plusieurs réactions chimiques qui lui ont permis de se transformer en molécule de dioxygène, O2. Cette molécule de dioxygène a alors traversé l'intégralité de l'océan pour se transformer en dioxygène atmosphérique. Elle est restée dans l'air pendant plusieurs millions d'années, avant d'être inspirée par Cléopâtre. Inspirant cette molécule de dioxygène contenant notre atome d'oxygène, elle a expiré une molécule de dioxyde de carbone, elle aussi contenant notre atome. La molécule de dioxyde de carbone est restée aussi dans l'air pendant plusieurs milliers d'années, avant d'être captée par une plante qui, grâce à ce dioxyde de carbone, a formé du glucose. Le glucose, c'est un sucre qu'on retrouve dans beaucoup de fruits. Et grâce à notre atome d'oxygène, elle a pu former une pêche sucrée. Cette pêche a fini par tomber de l'arbre et a été aussitôt ramassée par un bébé orang-outan. Et ainsi, toute la matière qui a formé l'histoire de l'univers est aujourd'hui encore présente. Elle compose tout ce qui vous entoure et elle vous compose vous également. C'est pour ça que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.